Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur ODC TV. On va tenter aujourd'hui avec Youssef Indy de prendre de la hauteur par rapport à l'actualité afin de faire un diagnostic global au niveau géopolitique de la situation actuelle, des différents camps opposés, c'est-à-dire le camp occidental, et de l'autre côté, le camp potentiel ou le pôle potentiel qui peine à émerger, soit autour des BRICS, soit autour de l'Organisation de coopération de Shanghai, soit autour de l'axe Moscou-Pékin. Donc, on va essayer de voir quels sont les points forts, les faiblesses, les dynamiques, décadences, pas décadences, de chacun des pôles, notamment du pôle occidental. Alors, avant de commencer cet entretien, j'aimerais inviter les gens à aller visionner au moins les 2 derniers entretiens, ou vidéos plutôt, de Youssef Indy sur sa chaîne YouTube, pour mieux comprendre ce qu'on va développer aujourd'hui, parce qu'on ne va pas redire ce qui a déjà été dit de manière détaillée, claire et limpide. Donc, on va partir du fait que certaines informations sont des acquis, mais vous pouvez revenir à ces vidéos-là, au moins les 2, sinon toutes les vidéos, et voir l'argumentaire qu'il y a derrière. Ça permettrait d'aller droit au but. D'autant plus que dans les vidéos de Sfindy, il y a toujours une part, une dimension pédagogique qui est intemporelle et une dimension reliée à l'actualité. Donc même les vidéos anciennes ne sont pas déclassées parce qu'elles contiennent une dimension pédagogique. Et j'invite également à soutenir cette chaîne-là sur Tipeee et sur PayPal, et je pense que vous trouverez tout dans le descriptif de la chaîne. Youssef Indy, bonjour et merci d'être là de nouveau. C'est toujours un plaisir. Bonjour Rachid, merci pour l'invitation et merci pour la publicité de ma chaîne. On peut appeler ça publicité, mais en fait c'est un soutien car faut bien financer le combat et soutenir le combat, d'autant plus qu'on ne parle pas de millions de dollars, mais on parle d'un soutien minimal qui permet à peine de financer ce qui est utilisé pour la chaîne. Tout à fait. Alors, ma première question. Ça fait des années et des années, sinon ça fait un siècle, que l'on parle du déclin de l'Occident. Spengler, René Guénon, etc., jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un déclin qui peine à se concrétiser. C'est un peu comme les révolutionnaires marxistes, dès qu'il y a une crise économique dans le monde capitaliste, ils disent c'est bon, c'est maintenant. Maintenant, c'est la révolution, c'est le communisme, il va gagner. Donc, quand même, l'Occident collectif a cette qualité très particulière de pouvoir rebondir, survivre, s'adapter, dépasser la crise et de se maintenir dans son hégémonie, qui certes est en déclin relatif, mais qui est toujours là, on ne peut pas l'ignorer. Tout le monde prend en compte l'hégémonie occidentale, anglo-américaine ou judéo-protestante, pour élargir encore plus. Alors, penses-tu que c'est une illusion que de dire que l'Occident est en déclin, ou bien est-ce une illusion de dire qu'il n'est pas en déclin? Qu'en fait, le déclin est de longue durée, donc on ne peut pas juger sur le court terme. Alors, il y a des éléments objectifs qui permettent d'identifier le déclin. Et en fait, quand on parle de déclin, alors du côté de René Guénon, des traditionalistes, on parle plutôt d'un déclin civilisationnel qui est lié à l'effondrement religieux, la croyance religieuse, le modernisme, le matérialisme. Et puis, il y a ceux qui parlent d'un déclin de l'Occident se basant sur justement des données statistiques et matérielles, et même au niveau éducatif. Alors, si on prend la deuxième école, qui est plutôt matérialiste, oui, il y a un déclin de l'Occident au niveau éducatif. Un certain nombre de pays, quand on regarde les chiffres, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, il y a eu à un moment donné une stagnation du niveau éducatif et une chute. La chute, par exemple, aux États-Unis commence dans les années 60. Il commence à avoir un déclin au niveau éducatif. En France, on assiste aussi à ce déclin. Il y a des données, des études statistiques qui montrent, par exemple, que les enfants primaires, collèges, ont de grosses difficultés, par exemple, en mathématiques. Voilà, ça, ce sont des données objectives. Ensuite, il y a la dimension religieuse et civilisationnelle. Effectivement, là aussi, la croyance religieuse peut se quantifier, la fréquentation des églises, etc. Donc, il y a une chute globale dans le monde occidental et qui entraîne des conséquences matérielles. Par exemple, moi je parlais dans la guerre des États-Unis contre l'Europe de nihilisme.
Dans son dernier ouvrage, Emmanuel Todd parle aussi de nihilisme. On n'aborde pas la question sous le même angle, mais il y a un nihilisme qui a envahi l'Occident et qui touche aussi le domaine économique. C'est-à-dire, ça s'est traduit dans un premier temps, par comment dire, la globalisation et le libre-échangisme qui a eu pour conséquence la désindustrialisation du monde occidental, la montée parallèle de la financiarisation de l'économie, qui conduit à une destruction de l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie réelle phagocytée par l'économie fictive. Bref, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Donc il y a des données objectives qui démontrent le déclin de l'Occident. Mais l'Occident part de tellement haut que la chute, contrairement tu as évoqué les marxistes, même chez les libéraux, il y a eu ce fantasme-là, mais plutôt concernant l'Union soviétique et le libéralisme, qui ont vu dans l'effondrement du mur de Berlin une sorte d'effondrement de l'histoire. Effondrement de l'histoire qui apporterait mécaniquement une hégémonie du libéralisme et donc des puissances libérales sur le monde. Du côté marxiste, il y a aussi chez certains marxistes cette idée-là d'effondrement de l'histoire, le grand soir, et du jour au lendemain, il y a un processus historique de longue durée, puis au bout de ce processus, une rupture historique. Et là, je suis désolé, hein, ça peut paraître obsessionnel, mais c'est une structure messianique. Dans le messianisme, il y a cette idée-là de progression historique, puis à un moment donné, et une progression historique qui a à voir avec la révélation de vérités cachées. Et une fois que toutes les vérités sont cachées, sont révélées, il y a une rupture historique après un progrès historique. Donc, et je pense aussi que chez un certain nombre de traditionalistes ou d'anti-modernistes, il y a aussi cette idée-là, cette structure-là d'effondrement. Donc on s'imagine encore une fois un effondrement de l'Occident du jour au lendemain, alors que l'Occident lui-même n'est pas homogène. Tu vois, par exemple, je parlais de l'économie. Tu es beaucoup plus compétent que moi dans le domaine économique, puisque c'est ta formation. On voit bien que, par exemple, dans le monde occidental, une grande divergence entre l'économie, l'évolution économique, ou plutôt la destruction économique aux États-Unis, surtout à partir des années 80, et en Allemagne, avec une reconstitution de l'appareil industriel, une montée, une puissance de l'industrie allemande. Donc, d'une certaine façon, il y a aussi des données culturelles et anthropologiques qui freinent le déclin. Il y a un déclin allemand, on le constate, il y a une accélération, mais pour détruire l'économie allemande, il a fallu que les États-Unis s'en mêlent directement, c'est-à-dire qu'ils détruisent des gazoducs. Voilà. Donc déjà, le déclin, il est démographique. Ça, c'est inévitable et tout le monde peut l'observer. Et c'est pas tenable à long terme. Quand on a une fécondité de 1,4 enfants par femme, soit on accepte d'être dilué par une immigration massive, ce qui fait baisser un peu le potentiel qui permet de rebondir et cette résilience de l'Occident. Soit on robotise intégralement, mais là, c'est un autre sujet. Ça prépare à une crise du capitalisme encore plus grave parce que, pour revenir à la théorie marxiste, le profit vient du travail humain et pas du travail machiniste, en quelque sorte. Alors, j'aimerais juste mettre l'accent sur la dimension de la temporalité parce qu'effectivement, tu as parfaitement raison en mettant en avant que ce désir d'effondrement brutal, on le retrouve chez tous les courants idéologiques parce que c'est une structure mentale qui est à la base du messianisme. Donc les libéraux, avec Fukuyama, c'est à l'image des marxistes qui voient la révolution à chaque crise du capitalisme. Mais le fait est que la temporalité individuelle est une temporalité narcissique qui veut voir de son vivant le résultat final. Or, l'histoire a ses règles, elle a son mouvement qui n'obéit pas à une logique propre à une génération, mais peut se faire sur plusieurs générations. Et il y a quelqu'un qui a donné une image magnifique du Titanic, qui a pris 3 heures pour couler. Et il y avait un papillon qui a atterri sur le Titanic au moment où il a heurté l'iceberg. Le papillon est resté 2 heures à bord de l'iceberg. Et puis, il s'est envolé. Donc, il a laissé le Titanic encore en train de flotter.
Alors, pour le papillon, 2 heures, les 2 heures qu'il a passées sur le Titanic, c'est un dixième de sa vie. Il vit pas longtemps, donc pour lui, c'est long, 2 heures. C'est beaucoup, c'est une partie importante de sa vie. Et quand il va rencontrer d'autres papillons qui vont lui poser la question, bah, comment va Titanic, il va dire, il est nickel, il va bien. Bon, les gens étaient un peu agités, mais il continue de flotter. Mais 1 heure après, bon, le Titanic a coulé quand même. Mais c'est après que le papillon soit parti. Donc nous sommes tous un peu ce papillon où on a l'impression que l'Occident ne coule pas, alors qu'en fait, il est en train de couler, mais sur une temporalité qui lui est propre. Et ça prendra pas forcément la forme d'un effondrement comme ce fut le cas pour l'Union soviétique. Parce que l'Union soviétique, ce n'est pas un modèle civilisationnel qui s'est effondré, mais c'est une idéologie, un système politique qui s'est effondré. Donc là, effectivement, ça peut être brutal. Un État peut s'effondrer, un empire peut s'effondrer, mais le paradigme, le logos d'une civilisation, ça s'effondre, mais sur la très très longue durée. Mais la question que j'ai maintenant, c'est que l'Occident, en tant que bloc civilisationnel, pourrait un jour à terme s'effondrer, un peu à l'image de l'Empire romain, etc. Mais le problème, c'est que même dans le camp opposé, Russie, Chine, Inde, etc., les élites dans ces pays-là sont elles-mêmes occidentalisées, en grande partie. L'élite russe, n'en parlons même pas. L'élite chinoise, quand ils voyagent, ils vont en Occident. Quand ils envoient leurs gosses étudier, c'est plutôt à Londres ou aux États-Unis. Ils inscrivent leurs gosses à des cours de violon et pas de kitaro ou d'instruments traditionnels chinois ou asiatiques, mais c'est le violon avec le Vivaldi, etc. Donc il y a une admiration, un effet de prestige qui est hyper actif au niveau des élites des pays qui se présentent comme des alternatives au monde occidental et qui font que peut-être au moment où l'Occident concret va s'effondrer, en fait, il va être remplacé par un Occident un peu plus exotique, avec des traits culturels particuliers, mais toujours par un Occident. C'est un peu comme un virus qui finit par tuer son hôte, mais avant de tuer, il contamine un autre corps pour continuer à vivre dans ce corps. Donc on aura toujours ce paradigme qui est problématique, occidental, etc., mais porté par d'autres cultures en quelque sorte. Un peu à l'image de l'Empire romain qui, en s'effondrant, a continué à survivre à travers l'Europe médiévale et qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. Le droit, c'est le droit romain aujourd'hui. Quand on voit l'architecture du pouvoir à Washington ou ailleurs, c'est toujours les colonnes romaines avec l'aigle, avec etc. Donc le salaud a réussi à survivre à travers tout ça, je veux dire, et de continuer à persévérer dans son être. Donc de ce point de vue, est-ce vraiment un effondrement ou c'est juste une transmutation de l'Occident ou autre chose? Tu as par exemple donné, tu as donné l'exemple des cours de violon, des enfants chinois, etc., de l'élite. Si il y a une préservation de ce qu'il y a de meilleur en Occident, dans les pays asiatiques ou en Russie, etc., à la limite, c'est pas un mal. Ce qui pourrait être négatif, et déjà on l'observe dans un certain nombre de pays, surtout dans la périphérie du monde occidental, c'est l'adoption par des pays apparemment traditionnalistes, du modernisme qui est un anti-traditionnalisme, qui est même une destruction de la tradition. Et il y a un historien britannique qui avait travaillé sur ce sujet-là, qui est très connu, Arnold Toynbee, qui avait bien distingué l'Occident du modernisme, en disant que le modernisme avait d'une certaine façon colonisé l'Occident, et qu'ensuite l'Occident a colonisé le reste du monde, ou une partie du reste du monde, et et par la colonisation a exporté le modernisme. Et il dit, dans un ouvrage de 1947-48, il dit l'Occident moderne, donc le modernisme qui utilise l'Occident comme siège, combat toutes les traditions. Les traditions en Afrique, et il a évoqué l'orthodoxie russe, il a évoqué l'islam, il a évoqué toutes les traditions qui sont combattues. Bah Mais déjà, dans le catholicisme, il a tué la tradition ah oui, européenne en ah oui, premier. oui, il a commencé, oui, le modernisme a commencé par l'Occident. Mais si il y a des États civilisations suffisamment solides et enracinés dans leurs traditions qui parviennent à fusionner leurs traditions et des éléments positifs du monde occidental, c'est pas forcément un mal. Tu as donné l'exemple de Rome.
Rome qui lui-même a hérité en partie de la Grèce, et puis effectivement, l'Empire romain s'est effondré, mais la romanité a persisté dans les États. Après, on peut pas comparer, la comparaison est très bonne, parce qu'en plus j'y pensais, mais d'une certaine façon, le fait que la civilisation russe, chinoise, etc., soit assez éloignée de la matrice occidentale, contrairement aux pays européens qui sont nés grâce grâce au christianisme, à la romanité, les préserve relativement. Et d'ailleurs, il y a des philosophes comme Alexandre Douguin et même Guillaume Faye, qui est un Français, qui parlait d'archéofuturisme ou archéomodernité, ça dépend de l'auteur. Il y a cette idée-là de fusionner les valeurs, enfin, de préserver les valeurs traditionnelles malgré les avancées techniques et technologiques, ce à quoi une idée à laquelle s'opposait un George Orwell, par exemple. C'est ce qu'il opposait aux marxistes. George Orwell disait, non, non, il y a dans la technicité, dans la technique, les germes de la destruction de la civilisation. Alors lui, c'était pas un traditionnaliste, c'était un socialiste conservateur, mais lui disait que, en gros, le capitalisme, le libéralisme sont indissociables de la technique, de la technologie. Alors que les marxistes disaient, non, nous, on va se servir de la technologie qui vient du capitalisme pour aller vers le progrès, etc., etc. Donc il y a toujours cette idée-là. Maintenant, c'est une discussion philosophique. Il faudrait faire discuter des philosophes qui sont des tenants de l'archéofuturisme et quelqu'un comme Jean-Claude Michéa, qui est un orwellien et qui, lui, la tradition ne peut pas aller de pair avec la technologie, les avancées technologiques. Ah, juste pour détailler ce point-là, alors l'archéofuturisme chez Guillaume Fay, effectivement, c'est un projet de dépassement de ce qu'il considère comme un faux clivage. Donc effectivement, on peut produire un logos hybride où la tradition, c'est un peu l'image où le chevalier chevauche un robot, en quelque sorte, avec une épée laser. C'est juste pour caricaturer un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Bah c'est Star Wars, c'est les Jedi. Ouais, exactement. Ils ont Voilà. une forme traditionnelle avec des... Voilà. Voilà, donc ça, c'est chez Guillaume Fay. Mais chez Alexandre Douguin, l'archéomodernité, c'est pas quelque chose de souhaitable. Pour lui, c'est un purgatoire. En fait, c'est une situation horrible où les gens sont piégés entre un modernisme de façade auquel ils adhèrent pas intérieurement, mais qu'ils vivent parce qu'ils n'ont pas le choix, et entre une tradition refoulée, mais qui continue d'exister, mais de manière clandestine. Et donc, c'est une situation où un peuple archéomoderne est piégé et n'arrive pas à avancer ni dans une direction ni dans une autre. Il ne peut pas devenir moderne parce que, comme tu as dit, il n'a pas la matrice de la modernité, dans le cas du peuple russe ou chinois ou arabe, etc. Mais en même temps, il ne peut pas revenir à sa tradition parce qu'il est pris en otage par ce modernisme extérieur ou exogène qui l'entoure et qui l'englobe. Donc, l'archéomodernité n'est pas souhaitable en tant que telle. Je comprends ton discours et tu as parfaitement raison quand tu distingues le modernisme, la modernité de l'Occident, parce qu'il y a une culture européenne, en tout cas il y avait une culture européenne, il y avait une survivance de la culture européenne qui peut-être pourrait mieux survivre ailleurs, en Chine, au Japon, etc. Il y avait une civilisation européenne qui a longtemps résisté au modernisme, mais qui a fini par céder, être déconstruite par elle, et que ça serait injuste de mettre tout dans le mot Occident. Effectivement, l'Occident a comment dire, des fondements civilisationnels qui sont louables et magnifiques et sublimes, et il y a une modernité qui a déconstruit tout cela. Alors maintenant, on va parler de l'autre aspect, plus géopolitique, ce qu'on appelle les BRICS, globalement, ou également l'Organisation de coopération de Shanghai, ou l'Axe Pékin-Moscou, comme on veut, on peut l'appeler. Alors l'impression que l'on a, c'est que on a d'un côté un Occident collectif qui, on le veuille ou non, est un bloc non pas homogène par un désir volontaire des pays de faire partie de ce bloc, mais par, comme tu l'expliques dans ton livre, les États-Unis contre l'Europe, par une hégémonie américaine et judéo-protestante imposée aux autres pays. Donc c'est un bloc qui est subi, mais il est homogène, il a la qualité d'être homogène. C'est un peu comme disait Caligula, qu'il me déteste pourvu qu'il me craigne. C'est un peu Washington pourrait dire qu'il me déteste pourvu qu'il s'aligne. Mais globalement, tout le monde s'aligne. On a vu comment l'Allemagne s'est couchée, la France s'est couchée, tout le monde s'est couché dans le conflit ukrainien, dans le conflit palestinien à Gaza, etc.
De l'autre côté, on a ce qui ressemble davantage à une armée mexicaine. C'est une expression pour désigner que chaque soldat se définit comme général. Il n'y a pas de hiérarchie, donc c'est un peu le bordel, chacun fait ce qu'il veut, il est son propre commandant. Donc on a une Russie qui se définit comme un État-civilisation, qui se développe autour du monde russe, qu'elle tente de construire, de faire émerger, de conceptualiser. On a la Chine qui se présente comme un État-civilisation également, qui globalement, tant qu'on ne touche pas à ses frontières et à son territoire, d'ailleurs j'invite les gens à voir l'entretien que je réalisais avec Laurent Michelin qui explique très très bien cela, ça peut même choquer, mais pour la Chine, voilà, ce qui compte, c'est de sanctuariser son territoire. Alors elle va effectivement lutter diplomatiquement pour freiner les Américains, mais jamais elle va sortir militairement de ses frontières pour défendre ses intérêts. On a l'Inde qui a un côté un peu fourbe, disons-le, c'est-à-dire qui traite avec tout le monde, qui est dans les BRICS, mais qui en même temps veut réfréner la dynamique anti-occidentale au sein des BRICS, parce qu'elle a des intérêts commerciaux et économiques avec l'Occident. On a l'Iran qui refuse une alliance militaire avec la Russie, et qui veut développer de manière souveraine son propre potentiel industriel et militaire, mais on voit les limites de cette démarche-là, on les a vues récemment. Et donc, on a l'impression qu'on n'a aucun des ingrédients qui permettraient d'établir un vrai bloc. Parce qu'un bloc, c'est un noyau et une périphérie, traditionnellement. Donc il faut qu'il y ait une puissance dominante qui agglomère autour d'elle, volontairement ou de manière hégémonique, comme tu l'expliques, d'autres États. Or, les BRICS se sont fondés sur une logique de rejet de hiérarchie et d'égalité des nations, de respect des souverainetés, etc. Or, dans quelle mesure les principes adoptés par ces pays-là empêchent, sans le vouloir, l'émergence d'un bloc? Alors, le constat est juste, et effectivement, l'avantage de ce qu'appellent les Russes l'Occident collectif, c'est que il y a un centre de décision quasiment unique. Après, avec le Trumpisme, avec Trump, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a des dissensions internes au système hégémonique. Mais en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis que l'Europe a été intégrée au grand espace des États-Unis, il y a un centre de décision. Donc, il y a un centre de décision, une stratégie commune, une vision commune. Qui est, on rappelle, à Tel Aviv, davantage que Washington. Oui, voilà, Entre les deux. le transfert dont parle Cheikh Ayman al-Hussein depuis plus de 20 ans. Ouais. Mais oui, on pourrait en parler de cela parce que il y aurait à dire. Donc, il y a un centre de décision. Ça, c'est l'avantage du bloc anglo-américain occidental. L'inconvénient des partis adverses, on va dire, le monde multipolaire, c'est qu'il n'y a pas un centre de décision unique, il n'y a pas d'idéologie ou de religion unique, et il n'y a pas une vision du monde unique. Et il n'y a pas non plus des objectifs stratégiques uniques. Donc on a, et de toute façon c'est le principe de la multipolarité, on ne peut pas aller à l'encontre, à moins d'avoir en fait un discours globaliste là pour le coup pour le monde multipolaire en disant non non mais en fait les gars il va falloir vous aligner, on va choisir une puissance qui c'est pas possible puisqu'on on a devant nous des ères civilisationnelles très diverses. Donc ça c'est l'inconvénient. L'avantage qu'a le monde cette partie du monde multipolaire, c'est l'avantage matériel, puisqu'il y a un déclin économique, industriel, matériel du monde occidental, et un transfert même, comme des vases communicants. La puissance industrielle est passée du côté asiatique. Ça c'est un gros avantage. Et bon, on le voit sur certains théâtres conflictuels. On vient de le voir entre l'Iran et Israël. On le voit même même s'il n'y a pas eu une victoire éclatante du jour au lendemain de la Russie contre l'OTAN, mais on le voit quand même en Ukraine. Parce que on peut toujours relativiser et dire ah mais quand même la Russie n'a pas vaincu le petit État ukrainien aussi facilement qu'on l'attendait, mais sauf que la Russie elle fait face à l'OTAN. En tout cas, elle fait
En tout cas, l'appareil industriel, militaro-industriel russe fait face à l'appareil militaro-industriel occidental. Ce qui est pas rien, quand même. Ce qui est pas rien. Et puis c'est tout sauf un petit État, qui, je rappelle, est plus grand que la France. Oui, 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 oui. Et Le qui, Kenya est énorme, il est ouais. immense. Mais, En plus, mais, c'est des Slaves avec je sais pas, une tête dure, comme on dit en arabe. mais, Pas les bras, tu vois. C'est des Slaves avec des Slaves, tu vois. voilà. Mais avec la chute démographique ukrainienne de l'Ukraine d'avant la guerre, il y a eu une hémorragie démographique en Ukraine. C'est un État vaste, mais assez peu peuplé. Bref, donc on voit bien qu'il y a des avantages que le monde multipolaire tire des avantages. Donc en fait, ce qu'il faudrait à minima, et là c'est très très compliqué, c'est armer ce monde multipolaire, ou en tout cas les principaux États de ce monde multipolaire alternatif, d'une espèce de doctrine minimale. Parce qu'il faut vraiment prendre en compte cela, en compte ce que j'ai dit, à savoir que l'avantage du monde occidental, c'est qu'il y a un centre de décision avec une stratégie qui est relativement cohérente. Et sans aller jusqu'à la création d'un État supranational, au moins mettre en place des organismes interétatiques dans le monde, dans ce monde-là multipolaire, qui élaborent des bases doctrinales, ne serait-ce que pour s'opposer à l'hégémonisme anglo-américain occidental. Or, on voit bien que dans certains conflits, chacun voit ses propres intérêts, ce qui est tout à fait normal, mais les intérêts étatiques peuvent être à court terme ou à moyen terme bénéfiques, mais à long terme se retourner contre ce monde multipolaire ou ce monde eurasiatique. Donc je pense qu'il y a un chantier, à développer, ce qui éviterait aussi certains échecs, parce que le monde multipolaire alternatif a quand même subi un certain nombre d'échecs, notamment là récemment avec la chute de la Syrie. On a quand même un monde beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche, beaucoup plus peuplé, qui est entré en guerre indirecte par proxy interposé là au Proche-Orient. Ça a commencé en 2011. Et au final, quelles que soient les contradictions internes en Syrie, quels que soient les défauts de la Syrie, tout ce qu'on veut, ils ont quand même essuyé un échec. Et ils se retrouvent là à devoir accepter, à faire avec un État daéchien au Proche-Orient. Non, Ça, je c'est juste comprends l'idée. un exemple récent. Non, mais tu as parfaitement raison de mettre l'accent sur le fait que le propre même de la multipolarité, c'est qu'il n'y ait pas deux blocs homogènes qui regroupent tout le monde. Parce que chacun construit son bloc à partir de son fond civilisationnel et qui peut entrer en coopération ou en rivalité avec d'autres blocs. Parce que le problème, c'est que, vu les données actuelles que l'on a, les rapports de force, économiques, commerciaux, technologiques, on a les ingrédients uniquement d'un monde bipolaire, en réalité. Avec d'un côté le bloc occidental et de l'autre côté la Chine, qui jusqu'à présent est la seule qui a matériellement les moyens d'agglomérer autour d'elle d'autres États. Ce qu'elle ne peut pas faire pour des raisons civilisationnelles. Donc elle a les moyens matériaux de devenir un hégémone, mais elle n'a pas les moyens civilisationnels pour le penser. Et donc elle s'enferme à l'intérieur de sa muraille de Chine, qui sont aujourd'hui ses frontières politiques en quelque sorte, et qu'elle s'interdit de dépasser. Sauf par la dette commercialement et par les investissements. Or, le problème, c'est que ce monde bipolaire ne peut pas avoir lieu, ce nouveau bipolarisme ou bipolarité, parce qu'il y a des méfiances qui empêchent cela. Il y a une méfiance évidente entre la Russie et la Chine. La Russie ne veut pas être vassalisée par la Chine, donc elle veut bien une coopération, mais elle est consciente de l'asymétrie qu'il y a économiquement entre la Chine et la Russie. Donc la Russie va faire son petit projet à côté, le monde russe. Il y a l'Inde également, qui a sa propre vision civilisationnelle du monde, qui ne veut pas être absorbée par la Chine. Et donc, en même temps, on a les moyens d'une bipolarité qui n'aura pas lieu, et on va vers une multipolarité, mais qui ne fera pas le poids contre le pôle occidental, en tout cas dans sa forme actuelle, cette multipolarité, parce qu'elle n'a pas la taille critique en tant que bloc pour pouvoir rivaliser. Et donc, la seule alternative,
pour que ce monde multipolaire puisse exister, ça serait que de diluer le pôle occidental, de le démanteler, afin qu'il n'ait plus cette taille hégémonique et que plusieurs pôles peuvent exister. Or, le fait est que diviser l'Occident ou démanteler l'Occident collectif, la Russie a tenté de le faire, en misant sur l'extrême droite, sur l'extrême gauche, à travers un entrisme médiatique, avec les chaînes qu'elle a créées, RT, Sputnik, en vendant un discours alternatif à l'intérieur du territoire occidental, etc. Mais on a vu que finalement, ça n'a pas réellement marché. Ça a produit des effets de conscience, etc., mais ça n'a pas réellement marché. Et de l'autre côté, on a la Chine qui ne fait rien pour contribuer à ce démantèlement, qui est dans une approche réformiste. Elle dit, moi, je ne veux pas d'un nouvel ordre mondial, je veux juste réformer l'ordre mondial actuel. Je veux juste ajuster les paramètres. Je veux juste avoir ma place dans ce monde-là. De réformer l'ONU, réformer le droit international. Et en même temps, même quand elle crée des structures parallèles à la Banque mondiale et au FMI à l'intérieur des BRICS, ça reste toujours timide. On n'est pas, au niveau de la Chine, dans une logique de rupture ou de désir de démanteler l'Occident, parce qu'elle dépend encore de l'Occident en tant que marché. Et donc, vers où on va? Est-ce qu'on va vers une bipolarité à terme où la Chine sera obligée de sortir de ses limites? Ou bien va-t-on vers une multipolarité, mais qui est en réalité très asymétrique? On aura toujours un pôle dominant, c'est le monde occidental, et de l'autre côté, on aura un pôle moyen, c'est la Chine, et plusieurs petits pôles qui gravitent et qui survivent autour, le monde russe, le monde indien, etc. Moi, je pense qu'on n'arrivera jamais à une unification de ces différents États. On arrivera déjà pour une raison simple, il n'y a pas de religion commune, il n'y a pas d'idéologie commune. Parce que là, tu évoquais Sputnik, RT, etc. Les Russes ont essayé d'établir un soft power, mais c'était peanuts, c'était rien du tout. Bon, ils ont prêté, une banque russe a prêté de l'argent au Front National parce que le Front National ne pouvait pas emprunter en France. Ça s'arrêtait là. Vladimir Poutine a rencontré Marine Le Pen, mais ça va pas plus loin. Euh, Moi, j'entends beaucoup parler en France. D'ailleurs, il y a maintenant des enquêtes judiciaires sur le sujet de soft power et d'influence russe, etc. Moi, je les ai pas vus, les réseaux russes, les vrais. Hein. Je parle des réseaux équivalents aux réseaux américains ou aux réseaux Oui, comme à israéliens. l'époque de l'Union soviétique, où il y Voilà. avait de vrais réseaux communistes Parce, soviétiques. voilà, parce qu'à l'époque, il y avait une idéologie religion, quasiment, avec une église qui était à Moscou et qui rayonnait même en Occident. Et donc, ils avaient des relais, ils avaient le Parti communiste. Je rappelle que le Parti communiste français, jusque dans les années 80, pesait plus de 20%. C'était énorme. Donc sans idéologie universelle, sans religion universelle, il peut pas y avoir de super État civilisation. Donc même ceux qui voient des nouveaux ordres mondiaux partout, des fusions étatiques partout, la fusion étatique, elle n'est pas possible sans une religion commune. C'est pas possible. Encore en Occident, ils nous ont fabriqué un judéo-christianisme ou judéo-protestantisme et l'occidentalisme. Donc euh, une espèce de gloubi-boulga idéologique à cheval entre le judéo-protestantisme et le racialisme. En gros, le monde blanc judéo-protestant. Mais pour ce faire, il a quand même fallu la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall. Là, il y a environ 25 bases militaires américaines en Allemagne. Enfin, voilà, il a fallu quand même mettre des moyens matériels pour unifier ce monde blanc qui est censé être unifié dès le départ judéo-chrétien. Alors, j'imagine même pas pour un monde asiatique, monde russe, etc. Donc c'est pas possible et c'est peut-être mieux comme ça. Maintenant, il y a quand même un processus de décomposition interne dans l'appareil hégémonique anglo-américain occidental, puisqu'il y a avec Trump, que ce soit le premier mandat ou le second mandat, il y a quand même des oppositions internes, même si même si elles arrivent à cohabiter, parce que Trump est censé être le représentant du conservatisme, etc.
mais il y a dans l'administration Trump, je ne sais plus quel poste il occupe, je crois que c'est au Trésor, l'équivalent de ministre des Finances, qui est marié à un homme. Donc, on a quand même ça dans l'administration Trump, donc oui, anti-LGBT, etc., mais avec une certaine souplesse quand même. Mais en tout cas, voilà, il y a une opposition entre d'un côté les wokistes LGBTistes et les conservateurs, mais par exemple, si on voit dans l'administration démocrate l'attelage qu'il y avait, c'était wokistes et LGBTistes alliés aux néoconservateurs. D'accord? Mais donc les wokistes ont dégagé, on va dire, mais les néoconservateurs sont toujours là, avec les trumpistes. Donc on a un nouvel attelage, c'est d'un côté néoconservateur, avec le mouvement MAGA, et bien sûr le lobby pro-israélien adossé en partie sur le néoconservateur, qui est toujours là, que ce soit démocrate ou républicain. Donc la machine hégémonique américaine, elle se maintient toujours malgré certaines frictions internes, ce qu'on peut appeler une guerre civile froide interne. Mais il y a quand même des données objectives dont on a parlé au début, c'est-à-dire la décomposition économique, la décomposition industrielle, l'effondrement éducatif. Or, le niveau d'éducation d'un pays comme la Chine est extrêmement élevé. Par exemple, et là, si on prend la miniaturisation de cette opposition entre bloc occidental israélo-américain et le bloc, on va dire, des BRICS multipolaires, la miniaturisation, ça a été là de l'Iran contre Israël. J'écoutais Todd dans une interview récente. Bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il a donné des éléments très intéressants, parce que lui, il est statisticien, donc il va regarder les chiffres. Donc il regarde du côté iranien les chiffres. En 2013, les Iraniens produisaient 1 500 000 ingénieurs. Si on regarde les chiffres américains et russes, pour une population 2 fois inférieure à celle des États-Unis, les Russes produisent plus d'ingénieurs par an que les Américains. Ce qui explique les missiles hypersoniques qui sont tombés sur Israël. Ça a une conséquence matérielle bien réelle. Donc on voit bien que même ce qui faisait le rayonnement de l'Occident et la domination de l'Occident, c'était cela. C'était l'avantage technologique et militaro-industriel. Cet avantage-là, ils l'ont perdu. D'ailleurs, toi qui as étudié aussi le sujet, c'est quand même étrange. On a un pays, l'Iran, qui est le régime des mollahs, qui a des missiles hypersoniques qu'ils auraient coproduits avec les Chinois, qui atteignent les Mach 15, alors que à ce jour, à ma connaissance, tu me diras si je me trompe, les Américains ne produisent pas de missiles hypersoniques en série. Enfin, c'est quoi cette bizarrerie où un pays sous embargo depuis 40 ans arrive à produire des missiles hypersoniques que la plus grande puissance mondiale ne produit pas? Enfin, je te pose la question, hein, je sais pas si... Je sais pas, mais parce qu'il y a un vrai débat autour de ça. Parce que ce que certaines personnes ignorent, c'est que tous les missiles balistiques atteignent des vitesses hypersoniques. Même les missiles les missiles balistiques d'il y a 30-40 ans. C'est-à-dire que quand ils sortent de l'atmosphère et quand ils repénètrent dans l'atmosphère, au moment de l'impact, n'importe quel missile balistique peut atteindre Mach 10, Mach 12. C'est pas problématique. D'où le fait que la définition du missile hypersonique tel que les Russes les ont présentés il y a quelques années pose problème. Alors, d'après certains, un missile hypersonique n'est pas un missile qui atteint tout simplement Mach 10 ou Mach 15, c'est un missile qui peut manœuvrer et changer de trajectoire à Mach 10, Mach 15. Ce qui n'est pas vérifié dans le cas iranien. Donc, iranien, on a vu des missiles balistiques tomber, mais on ne les a pas vus manœuvrer, ce qu'on ne peut pas voir factuellement, à moins de pouvoir suivre la trace thermique, etc. Donc, ils ont des missiles balistiques, ça on est certain, qui atteignent des vitesses hypersoniques comme n'importe quel missile balistique, mais peut-on parler réellement de missiles capables de manœuvrer pour éviter la DCA, etc. Ça, on n'a pas vu. Ça veut dire que ça n'existe pas. Alors, d'après ce que j'ai lu, oui, ce seraient des missiles dotés d'intelligence artificielle, encore une fois coproduits avec les Chinois. Oui. Mais comment vérifier?
Ouais, Oui, alors parce à croire ce qui est écrit, même les Houthis ont des missiles hypersoniques. Je veux dire. ouais. Ça c'est Ouais. problématique. Parce Mais que, en tout cas, on l'a vu. non, en tout cas, ils ont réussi à une avancée technologique majeure avec des moyens très limités. Ça, on est d'accord. L'Iran, c'est Et, magnifique ce qu'ils ont réalisé. et l'avantage militaire-industriel, il est réel. Il est réel dans l'opposition Iran-Israël, d'autant plus que les Iraniens ont réussi à produire beaucoup pour pas cher. C'est que si vous produisez un missile qui vaut 200 000 dollars Oui, et que pour l'intercepter, vous devez dépenser 100 millions de dollars, vous voyez, c'est comme si je vous jetais des pièces de 5 centimes et vous, vous pour les m'envoyez des billets, intercepter avec des billets de 100 voilà, euros. des billets de 500. Voilà. Donc, et là, on l'a vu aussi en Ukraine. Donc, ce que je voulais dire, c'est que euh, pour revenir à ce que disait Todd, le nombre d'ingénieurs produits par an a une conséquence matérielle réelle sur le plan économique, sur le plan industriel et sur le plan militaire. Donc jusqu'à quand les États-Unis vont tenir le haut du pavé? Et en fait, en réalité, ils sont déjà dans une position de faiblesse, parce que si on regarde en détail ce qui s'est passé avec le cas iranien, la position américaine, etc., on voit bien que les États-Unis sont déjà dans une position de faiblesse. Et cette position de faiblesse est éclatante avec l'administration Trump, parce que comme Trump est dans la posture du négociateur et de l'homme d'affaires, contrairement aux démocrates, en fait, qui sont beaucoup plus belliqueux, la faiblesse apparaît beaucoup plus nettement. Alors que quand vous êtes dans des opérations militaires tous azimuts, que vous agressez le monde entier, et vous pouvez donner l'illusion de la puissance. Les frappes contre des sites nucléaires vides, des frappes théâtrales, sont la traduction de cet affaiblissement qui est pour moi acté. Alors que beaucoup y voient une démonstration de puissance et un rayonnement continu, comme essaie de le faire croire Donald Trump. Donc pour conclure sur cette question-là, l'affaiblissement du camp occidental et des États-Unis en particulier est acté, il s'accélère, et on observe déjà, notamment en Europe, des crises de régime et la mise en place de systèmes totalitaires pour maintenir ces régimes en place. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'affaiblissement, la chute, elle est déjà là virtuellement. Simplement, on verrouille les appareils d'État avec la police, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, etc., pour maintenir ces États. Alors que, effectivement, ce que tu disais, le monde anglo-américain est plus souple. Il peut rebondir, etc., ce qui est dû avec leur structure familiale. Alors que en Europe, c'est beaucoup plus rigide. L'Europe est le continent du totalitarisme. Contrairement à ce qu'on, je veux dire, le fascisme, les systèmes totalitaristes, je veux dire, les Européens ont été très souvent des précurseurs dans ce domaine-là. Ouais, bah avant 45, la quasi-totalité de l'Europe, à part la France et le Royaume-Uni, était totalitaire. Bien sûr. C'est à partir de 45 que ça a changé par l'ordre américain qui a été imposé. Et là, c'est en train Alors, de revenir. Voilà. tout à fait, bah, à travers l'Union européenne, qui Ouais. devient de plus en plus totalitaire, et qui est d'ailleurs dominée par les Allemands, ce qui est intéressant Oui, de oui, constater. Ce oui. côté germanique qui revient. Ah oui, Ah, chasser le naturel, il revient au galop. ouais. Alors moi, mon rôle, c'est de te challenger et de jouer éventuellement l'avocat du diable, mais maintenant, c'est le vrai Rachid qui va parler. D'accord. C'est ça. Ok, je peux me détendre maintenant? Voilà. Non, non, mais juste pour te rejoindre, c'est Mm. que le déclin, effectivement, il est factuel. C'est vrai que l'Occident a de la marge. C'est-à-dire, il peut ralentir ce déclin, il peut le faire traîner encore longtemps. Et que même au niveau militaire, effectivement, la Chine, la Russie, en tout cas la Chine a rattrapé une grande partie de son retard technologique et militaire, même s'il lui reste encore beaucoup de travail à faire. La Russie a des avancées par rapport à l'Occident dans certains domaines, notamment la balistique, etc., mais des retards dans d'autres domaines. Mais les États-Unis ont quand même encore une hégémonie technologique qui fait que malgré les missiles balistiques iraniens, on ne peut pas gagner une guerre avec les missiles balistiques. Il faut également d'autres armements. Et les États-Unis peuvent se balader dans le ciel iranien comme ils veulent. Ça, on l'a constaté. Là, ils ont fait une frappe démonstrative qui n'a eu aucun impact sur le terrain, mais qui visait juste à ôter à Israël un alibi pour continuer la guerre.
Mais je pense qu'on va être d'accord si je dis que les États-Unis ont jusqu'à aujourd'hui les moyens de raser toute l'infrastructure iranienne, s'ils veulent réellement entrer en guerre, totalement, avec tout leur armement, toute leur armada. Il n'y aura plus d'Iran après, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais le coût à payer sera insoutenable pour l'économie américaine, pour le monde, avec la crise qui va apparaître, avec le détroit d'Ormuz, avec le bombardement des sites pétroliers et gaziers des pays arabes de la région par l'Iran. Donc ça va foutre le bordel et ça sera un effondrement global. Donc le coût d'opportunité n'est pas tenable. Le bombardement de toutes les bases américaines de la région. Tout à fait. Mais cette avancée technologique américaine, pour la nuancer, elle est exprimée non pas en capacité de production, mais en stock. Je m'explique. Les Américains ont des milliers et des milliers de missiles Tomahawk, de missiles de croisière, de missiles balistiques, de JDAM, de Patriot, qui sont en stock. Des milliers, de quoi faire une guerre pendant plusieurs années. Mais ils n'ont plus les capacités de les produire. C'est-à-dire que c'est un stock qui est limité, qui peut être utilisé longtemps, mais qui va finir par se perdre. Parce que la désindustrialisation qu'a connue les États-Unis a fait que beaucoup d'armes que possèdent les Américains, ils ne sont plus capables de les produire. Parce que les projets ont été démantelés, parce que les compétences humaines ont été diluées, parce que pour fabriquer un missile Tomahawk ou un système Patriot, il ne faut pas juste avoir les usines, il faut avoir également les ingénieurs formés pour fabriquer cela, avec un savoir-faire implicite qui n'est pas écrit, avec beaucoup de choses qui se perdent dès qu'un projet est démantelé. D'où le fait que même au niveau de la course spatiale, ils ont dû sous-traiter à Elon Musk une partie du travail. Parce qu'effectivement, ils ont perdu les compétences au niveau de l'État pour pouvoir produire cela. Et donc, les États-Unis sont en train de gérer un stock technologique. D'où le fait qu'ils sont très parcimonieux désormais, depuis Trump, ce que Trump a compris, dans leur intervention militaire. Parce qu'ils savent qu'ils jouent sur un stock qui est de plus en plus limité et qui ne cesse de diminuer. Alors que de l'autre côté, on a certes des pays qui ont des retards technologiques par rapport aux États-Unis, dans certains domaines, pas dans tous les domaines, mais qui, eux, ne se fondent pas sur un stock, mais sur une capacité productive en série. Et donc, dans le cas de l'Ukraine, certes, les États-Unis peuvent fournir, 100 missiles patriotes par mois, en partant d'un stock de 10 000, mais la Russie peut produire 400 shahids par jour, ou par mois, plutôt, par mois. Et donc, à long terme, ce n'est pas tenable pour les Américains. Alors que la Russie n'a pas de problème. Un shahid qui coûte 30 000 $, pour l'abattre, il faut un missile patriote qui coûte 400 000 $. Effectivement, à long terme, l'Occident se fonde sur un stock qui finit par fondre petit à petit, qu'il est obligé de gérer intelligemment en évitant des guerres. Et c'est là où le camp opposé a une carte à jouer, qui est celle de la guerre d'attrition. C'est ce qu'on a vu là récemment. Déjà en Ukraine, et puis on a vu en Israël, effectivement, ils n'avaient plus de stock à la fin. Enfin, ils avaient des stocks pour quelques jours, pour 2 semaines, 3 semaines. Et donc, il fallait absolument cesser le feu. D'où le fait que la non-intervention de la Russie en faveur de l'Iran, moi, je soupçonnais même un désir de la Russie de voir les Américains entrer en guerre contre l'Iran. Ce qui allait un peu accélérer l'attrition du stock occidental. Donc, plus il y aura de francs, déjà plus ça soulèvera le franc ukrainien, plus ça permettra au prix de pétrole d'augmenter, donc le budget russe de se nourrir, et puis plus ça affaiblira l'Occident dans sa gestion de stock, puisqu'il n'est plus capable de produire ce qu'il contient en stock. Mais la grande défaite de l'Occident, qui n'est pas l'Europe, qui n'est pas les peuples européens, que je distingue, elle est au niveau anthropologique. D'ailleurs, Emmanuel Todd en a parlé, d'autres en ont parlé dans d'autres pays, en Ukraine, en Russie, c'est que l'anthropotype occidental aujourd'hui n'est pas fait pour une guerre de longue durée. On prend un Norvégien, un Anglais, un Français ou un Hollandais, on le met sur le front ukrainien, soit du côté ukrainien, soit du côté russe, il craque au bout d'une semaine. Oui. Voilà, il peut pas. Après, il y a toujours des gens avec un peu plus de virilité, etc. Mais la statistique, c'est au niveau des masses. Je ne raisonne pas au niveau individuel. Au niveau des masses, ils ne sont pas capables de mobiliser 400 000 hommes et de les mettre sur le terrain et de tenir le front pendant 4 ans ou pendant 3 ans, avec des tirs d'artillerie en permanence, un harcèlement de drones FPV qui vous harcèle en permanence, qui vous lâche des grenades sur la tête, avec des tranchées où tu as ton collègue, ton soldat à côté éventré, avec tous les excréments à côté, c'est pas tenable. Donc ils ont produit un type humain nouveau qui est incapable de faire le don de soi, parce que honnêtement, un Hollandais, pourquoi va-t-il accepter d'aller mourir en Ukraine?
pour quelle cause supérieure va-t-il aller mourir en Ukraine? Bah, Qu'est-ce pour que la voir la Hollande prochaine, pour voir la prochaine Gay Pride. et Pride, voilà. Donc, qu'est-ce que la Hollande, les Pays-Bas proposent aux Hollandais pour accepter de mourir et de tuer? Parce que la guerre, c'est accepter de mourir et de tuer des gens qui t'ont rien fait, individuellement. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une famille, qui a une mère, un père, etc. C'est pas facile de tuer quelqu'un qui t'a rien fait. Et c'est ça la guerre. La guerre, c'est tuer des gens qui t'ont rien fait individuellement. Et donc, la principale défaite de cet appareil judéo-protestant, on peut appeler comme on veut, c'est qu'il a produit un Untermensch, un anthropotype inférieur. Pas biologiquement, pas génétiquement, mais mentalement. C'est pas irréversible. Mais pour inverser la dynamique, bah, il faut qu'il y ait une spiritualité opérative, une spiritualité qui marche, qui permet de fédérer les gens, qui permet de fusionner, de créer la communion, d'offrir aux gens une perspective supérieure à la matérialité. Ce que les Russes arrivent tant bien que mal à faire, même si l'orthodoxie en Russie, voilà, c'est pas ce qu'on présente généralement. Les églises sont globalement vides. Il n'y a que les vieilles femmes voilà, et les petits enfants qui vont avec leur grand-mère. Mais il y a encore, de manière latente, de manière profonde, une forme de spiritualité qui peut-être ne se traduit pas par la pratique de la prière, etc., mais qui est encore opérative. Dans le cas de la Chine, il y en a certainement, mais dans le cas de l'Occident, c'est ça le vrai talent d'Achille de l'Occident aujourd'hui. C'est qu'il n'est pas capable de mobiliser 400 000 hommes capables de faire la guerre. Et en plus, il se fonde sur un stock technologique et pas sur une capacité productive pour alimenter ce stock technologique. C'est les conséquences du libéralisme, d'une certaine façon, et du libéralisme philosophique. C'est ce que disait déjà Carl Schmitt dans les années 30. Il disait le libéralisme n'est pas capable de mobiliser une population pour la guerre. Personne ne va se sacrifier pour le libéralisme, que ce soit pour le libéralisme philosophique ou pour le libéralisme économique. On se sacrifie pour sa patrie, pour sa famille, pour sa religion, pour Dieu, pour sa terre, mais pas pour dégager des bénéfices. Tout à fait. D'ailleurs, à chaque fois que le libéralisme voulait faire la guerre, bah, il mobilisait le sentiment national. Il jouait sur le nationalisme. La Première Guerre mondiale, voilà. Personne ne va mourir pour la main invisible. C'est ce qu'ils ont fait avec les Ukrainiens. Ils ont mobilisé les Ukrainiens nationalistes, même ultranationalistes, pour aller se sacrifier pour eux. Parce que les populations occidentales ne sont pas prêtes. Alors quand on nous dit ici, nous sommes en guerre, vas-y, on va sur le front. Alors les gens mettent des drapeaux ukrainiens à leurs fenêtres, mais ils iront pas se battre pour l'Ukraine, qui savent pas situer sur une carte. Après, il y a juste pour ne pas être méprisant vis-à-vis des militaires qui nous écoutent dans le monde occidental, il y a des armées professionnelles avec de vrais professionnels, des gens capables de faire la guerre. Ils sont très peu nombreux. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'au fait, ils sont 40 000 en France, 20 000 en Angleterre, 10 000, je sais pas, aux Pays-Bas, en Suède, peut-être 30 000. Voilà, c'est très peu. Mais c'est ce qui reste de virilité dans les sociétés occidentales. Il est cristallisé dans des armées professionnelles. Mais au-delà, pour mobiliser les peuples dans une guerre de grande échelle, ils ne peuvent pas. Oui, en fait, ils ne peuvent pas, les pays européens, ni même les États-Unis, ne peuvent plus mener une guerre de haute intensité. Ils n'ont pas les hommes, et en plus de ça, ils n'ont pas, ils n'ont plus la formation pour cela. Ils ne sont plus formés pour des guerres de haute intensité. Alors, ils sont formés pour... je sais plus qui avait dit ça, un militaire qui avait dit l'armée française peut aller faire des safaris en Afrique, mais pas mener une guerre de haute intensité contre la Russie. Ça, c'est impossible. Et les États-Unis aussi, qui ont pris l'habitude d'aller bombarder des pays du tiers-monde et les occuper militairement, ne peuvent pas mener une guerre de haute intensité. Absolument pas. Non, ils peuvent mener des campagnes aériennes fortement destructrices, mais ils ne peuvent pas aller sur le terrain massivement. Ça, c'est évident. Ils ont une capacité de destruction qui est importante, mais détruire, c'est pas gagner une guerre. Gagner une guerre, il faut descendre, occuper village par village, ville par ville, quartier par quartier. C'est une guerre partisane, une guerre des rues. On l'a vu en Ukraine. On le voit avec le cas iranien. Les Israéliens voulaient une guerre contre l'Iran pour changer de régime. Mais en fait, pour détruire le pays, hein, parce que quand ils te disent on veut un changement de régime, non, c'est comme avec Kadhafi, c'est comme avec Saddam Hussein. Non, ce qu'ils veulent, c'est la destruction de l'État, détruire le pays. Or, comme me le disait Xavier Moreau, ce que j'avais rapporté dans une de mes chroniques,
Les Américains ne peuvent plus mobiliser comme en 2003 250 000 hommes pour envahir un pays. Ils ne peuvent pas. Et de plus, l'Iran d'aujourd'hui n'est pas l'Irak de Saddam Hussein. C'est impossible. Vous pouvez pas faire obtenir un changement de régime ou la chute d'un État juste avec des missiles. D'ailleurs, c'est Netanyahou qui s'est illusionné. Il a commencé à frapper l'Iran et il a envoyé un message aux Iraniens en leur disant c'est le moment de sortir dans la rue et de renverser ce pouvoir. Résultat des courses, même les Iraniens libéraux très critiques vis-à-vis de l'état du régime, ont fait corps avec l'État puisque ils sont attachés à leur pays, à leur nation, et pour beaucoup sont des nationalistes. Mais le problème, c'est qu'à force de caricaturer l'Iran, l'Occident a fini par croire à cette caricature-là. Comme pour la Russie. Oui, parce que l'Iran est un État fondé sur des institutions, pas sur des personnes. L'Irak était un État fort et tout, mais il était articulé autour d'une personne. Donc tu décapites le chef, globalement ça s'effrite. L'Iran, c'est pas du tout ça. Ils auraient pu tuer Khamenei s'ils le voulaient, ils auraient pu tuer toute l'élite militaire. Ce n'est pas un problème. Il y a un renouvellement automatique, il y a des mécanismes de réélection, suffrage indirect ou direct, mais c'est un État avec une culture plurimillénaire d'au moins 2500 ans, depuis les Achéménides. Quand même, ils savent fonder un État. Je veux dire, c'est pas un peuple à qui on va apprendre à fonder un État. Et donc, voilà, des fois, l'Occident s'aveugle lui-même en fantasmant des choses. Je rappelle aux gens qui nous écoutent et aux imbéciles incultes des plateaux de télévision que l'État est né dans cette région, en Mésopotamie, à Sumer, en 2300 avant Jésus-Christ. C'est là qu'est né l'État. Donc, quand un État créé en 1948, sans frontières, envoie quelques missiles et dit c'est bon, ça y est, changement de régime, on va faire tomber cet État. Enfin, je veux dire, c'est pas le baasisme. C'est pas le baasisme. C'est pas un État basé sur une idéologie moderne éphémère. Et incarné par une personne ou un clone. Et surtout, alors l'autre erreur, parce que bon là, comme on a dévié sur ce sujet-là, autant en parler. L'autre erreur, c'est on voit souvent en Occident parler du régime des mollahs. Ils disent le régime des mollahs, le régime des mollahs. Déjà, je leur rappelle que l'Iran n'est chiite que depuis le XVIe siècle. Un État. Avec les Sévévites. Ils étaient, voilà, Sévévites, ils étaient sunnites. Et deuxièmement, je vais rappeler une banalité. Avant d'être chiite, avant d'être sunnite ou avant d'être musulman, c'est d'abord des Perses. Il y a une culture perse. Ça existe. Donc, même si vous faites, allez, même si vous faites tomber ce que vous appelez le régime des mollahs, il va rester une civilisation perse, un peuple perse. Et d'ailleurs, je rappelle aussi au passage que le programme nucléaire avait été lancé par le Shah d'Iran. Et il y a une interview du Shah d'Iran qui parle de l'arme nucléaire. Et il dit, nous, on n'a pas besoin d'armes nucléaires, sauf si un petit État insignifiant de la région obtient l'arme nucléaire. Là, on sera dans l'obligation d'obtenir une arme nucléaire. Donc c'est pas. J'imagine qu'il parlait pas de la Jordanie ni du Koweït. Non, voilà, t'as bien compris. Donc, et pourtant, l'Iran du Shah avait de très bonnes relations avec Israël, les États-Unis, etc. Mais c'est du réalisme politique. C'est pas parce que vous avez de très bonnes relations avec Israël que ça va durer pour l'éternité. À un moment donné, il faut aussi revenir aux réalités historiques et géopolitiques. Et c'est l'ayatollah Khomeini qui avait suspendu le programme nucléaire. Puis ils ont relancé le programme nucléaire, mais civil. Voilà. Mais simplement pour expliquer qu'il y a une continuité des États, une continuité peut-être pas de la doctrine, mais une continuité de la réalité géographique qui fait que le problème que se posait dans sa tête le Shah à l'époque, c'est un problème qui a fini par advenir plus tard, puisqu'on a un État qui est non signataire du traité de non-prolifération nucléaire qui est Israël, qui a des armes atomiques, et qui menace un pays qui, lui, n'en a pas, mais qui a du nucléaire civil. Donc, quel que soit le régime en Iran, le même problème se posera. Et d'ailleurs, quel que soit le régime en Iran,
bah, l'Iran aurait été désigné comme ennemi. Parce que on nous dit l'Iran des Mollahs. Ah, ils sont religieux, ils sont méchants. Oui, oui, d'accord. Mais l'Irak de Saddam Hussein, ils étaient religieux? Non. Ils étaient méchants? Oui. La Syrie de Bachar al-Assad, ils étaient religieux? Non. Ils étaient méchants? Oui. Donc en fait, de toute façon, quelle que soit la configuration, quelle que soit l'idéologie ou la religion de l'État, c'est pas la question. Le projet, c'est de détruire tous les États de la région et plus que cela, tous les États musulmans. C'est pas moi qui j'invente rien. Ils Même le le disent. Pakistan, Même le Pakistan, jusque du Maroc au Pakistan, ils nous le disent. Alors les Israéliens nous l'ont écrit, les Américains l'ont repris. Ils sont pour. C'est même une vision quasiment religieuse des choses, parce qu'on se dit mais pourquoi détruire un pays comme le Maroc ou l'Algérie ou enfin ils sont loin ces pays. Mais quand BHL a participé à détruire la Libye, il a dit je l'ai fait en tant que sioniste. Allégeance à l'État d'Israël. Mais pourquoi en quoi, même en quoi, la Libye de Kadhafi empêche l'expansion territoriale d'Israël? En quoi? Donc bon, il y a quelque chose qui relève de la religion et même de la psychopathologie. Bref, pour revenir à cette question-là, on ne surtout fait parce pas la, oui, pardon, parce que tu on ne expliques fait, très bien. oui, Enfin, ben eux, ils raisonnent en termes de catégorie globale. Il y a Edom, il y a Ishmaël, au fait, c'est Ishmaël jusqu'au Maroc, tu vois. voilà. Et Edom, c'est tout l'Occident. S'il faut détruire Edom, peu importe ce qui me menace ou pas, il fait partie d'Edom, donc il doit être détruit. Donc on est dans ce logiciel effectivement kabbalistique, enfin talmudiste davantage que kabbalistique d'ailleurs, mais qui est là. Et je rappelle aussi que avant la chute du Shah, les Anglo-Américains, judéo-américains, puisque Bernard Lewis et Zbigniew Brzezinski avaient établi un concept et un projet géopolitique qui s'appelait le croissant de feu. Ils parlaient de la déstabilisation de tous les États, y compris de l'Iran du Shah. Et ils avaient pour projet, ils proposaient l'éclatement de l'Iran et ils voulaient séparer le Baloutchistan de l'État iranien. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que la question n'est pas de savoir si on est pro ou anti-régime des Mollahs, c'est que le projet israélo-américain pour tous les pays de cette région se fait sans distinction. Je veux dire, il y a même des plans, tu en as parlé, il y a même des plans pour l'éclatement de l'Arabie Saoudite. Le plan américain de Ralph Peters en 2006 proposait l'éclatement en sous-région tribale de l'Arabie Saoudite. Et de l'Irak, de la Jordanie, enfin, de tous les Voilà, pays de la mais je région. parle de l'Arabie Saoudite parce Oui, que l'Arabie on va en Saoudite faire une forme de petit est proche, Vatican. voilà, est Ouais, tout à proche fait. du monde israélo-américain. Mais ça change rien que vous soyez leurs alliés ou pas. Voilà. Donc ouais. Alors, et en plus de ça, les Occidentaux qui nous parlent de laïcité, surtout en France, laïcité, etc., etc. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas du réalisme géopolitique? Pourquoi est-ce que vous nous parlez à chaque fois de religion? Et d'ailleurs, ils nous parlent de l'Iran des Mollahs, mais ils ont jamais mis les pieds en Iran, ils connaissent pas le système politique iranien. Puis c'est une population très jeune, et comme le rappelait Todd, je confirme, tous les gens en fait de la haute administration iranienne sont jeunes. Alors on nous montre des mollahs, des ayatollahs qui sont âgés, mais ceux qui ont les manettes du pays, ceux qui contrôlent le pays activement dans la haute administration, ce sont des jeunes, ce sont des gens jeunes, pas des octogénaires comme C'est pas une certains pays. gérontocratie. Non, Alors, non, non. juste par Et puis rapport c'est un système au... très compliqué, c'est un système politique très compliqué. Oui. Bref. Et puis pour les Arabes sunnites du Proche et du Moyen-Orient qui s'inquiètent ou qui voient l'Iran chiite comme une menace, je tiens juste à leur dire que vous devrez réellement vous inquiéter le jour où l'Iran deviendra nationaliste et qu'il proposera l'idée de la Grande Perse en récupérant l'Irak et en récupérant d'autres territoires. Là, vous allez vous inquiéter, mais pour l'instant, je ne pense pas que... D'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode que j'ai fait en dialecte marocain, que j'ai publié hier, en disant déjà le fait de craindre une hégémonie iranienne dans la région si jamais ils obtiennent l'arme nucléaire, ça permet d'occulter une hégémonie qui est déjà là, qui est israélienne et qui est américaine. Et donc, au fait, votre crainte, c'est une crainte d'esclave. C'est que je ne veux pas changer d'hégémon. C'est que j'ai déjà un hégémon israélo-américain qui m'arrange bien et j'ai peur de passer vers un autre hégémon qui est iranien. Or, quand on est dans une mentalité d'homme libre,
Au fait, on devrait s'inquiéter des deux hégémonies, une qui est existante et l'autre qui est potentielle, et qu'on devrait s'agglomérer en pôle géopolitique, en recoupant les États arabes dans des alliances, etc., pour pouvoir s'émanciper de ces deux hégémonies. Mais tous ces discours anti-iraniens, parce que l'Iran déploie une hégémonie, occultent la vraie hégémonie qui est déjà là, au niveau de la plupart des systèmes arabes dans la région. Et aujourd'hui, même la Syrie a été intégrée dans ce territoire soumis à l'hégémonie. Alors, j'ai une dernière question pour clôturer, parce qu'on est déjà à 1h10. Tout à l'heure, on parlait de l'idée de transfert vers Tel Aviv et Paxa Judaïka. Alors, sans entrer dans ces détails-là, ma question, elle est très pragmatique. Aujourd'hui, le rapport de force entre Washington et Tel Aviv, est-ce qu'il prend la forme d'une répartition en fonction des domaines et des champs de compétences, c'est-à-dire que Israël autorise Washington à être souveraine sur les questions d'Amérique latine, tu vois, Venezuela, Maduro, peut-être l'Europe occidentale un peu, mais pour ce qui est du Proche-Orient, c'est la vision israélienne qui va dicter la marche. Donc, est-ce qu'il y a voilà, une séparation où Israël autorise Washington à être souveraine là, mais pas là? Ou est-ce une soumission intégrale totale? Alors, en fait, il faut distinguer déjà Israël du lobby pro-israélien. Parce que alors là, ça me permet de faire de la pub pour ce livre-là, ce gros pavé, d'Ilan Pappé, le lobby sioniste des deux côtés de l'Atlantique. C'est un livre d'histoire, 770 pages, sur le lobby sioniste, son histoire. En fait, il faut distinguer effectivement le lobby pro-israélien et Israël. Le lobby pro-israélien est quasiment autonome. Alors bien sûr, il défend les intérêts d'Israël, essentiellement les intérêts d'Israël, mais on peut même dire que le lobby pro-israélien est plus puissant qu'Israël. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et comme je l'ai dit récemment, les États occidentaux, les États modernes sont un peu ce que disait Max Weber il y a un siècle, il disait l'État tend à devenir une grande entreprise. Et les États occidentaux, que ce soit la France ou les États-Unis, doivent être vus un peu comme une entreprise avec un conseil d'administration. Et en fait, chaque membre du conseil d'administration détient des parts de l'État. Et donc, en fait, aux États-Unis, bon, en plus, aux États-Unis, c'est officiel. Il y a des lobbies, les lobbies ont pignon sur rue. Et donc, vous avez une multitude de lobbies aux États-Unis qui vont influencer l'appareil d'État sur ce qui les intéresse eux. Les Israéliens, on va dire, leur priorité, c'est pas la doctrine Monroe, c'est pas l'Amérique du Sud. Leur priorité, c'est l'influence, rediriger la politique extérieure des États-Unis en direction des intérêts d'Israël. C'est essentiellement cela. Pour le reste, les Américains ont leur propre stratégie. La contention de la Chine, ils peuvent le faire. Ça, je pense que c'est pas vraiment quelque chose qui préoccupe les Israéliens ou le lobby pro-israélien. Après, concernant la Russie, c'est plus compliqué parce que les néoconservateurs, c'est la même chose que le lobby pro-israélien. Hein, c'est pas la peine de faire des grandes distinctions. Eux sont pro-israéliens et anti-russes, les deux. Donc il y a quand même une vision de la géopolitique qui se rejoint entre les pro-israéliens et des anti-russes américains. Donc voilà, pour résumer, c'est cela. Maintenant, pour répondre à Emmanuel Todd qui en parlait dans son dernier entretien, il disait qu'il fallait pas faire de distinction entre les États-Unis et Israël, c'est la même chose, c'est le même bloc, voilà. Et qu'en fait, alors, il reprend la vieille thèse des anticolonialistes, des anti-sionistes de gauche, c'est de dire ce sont les États-Unis qui dirigent Israël. Alors que je veux dire, toutes les études, celles que je vous ai présentées, Walt Mersheimer, Jeffrey Sachs, etc., toutes les études des gens qui sont aux États-Unis, qui travaillent sur la politique américaine, sont claires, ils sont formels aujourd'hui. C'est le lobby pro-israélien qui a une influence sur la politique extérieure des États-Unis et pas le contraire. Je veux dire, il y a des choses élémentaires. Quand vous avez des membres du Congrès, des sénateurs, dont toute la carrière a été financée par le lobby pro-israélien, notamment l'AIPAC, vous pouvez pas dire, oui, c'est les États-Unis qui donnent des ordres à Israël. Non. Quand Trump reçoit de Myriam Adelson, la veuve de Sheldon Adelson, 100 millions de dollars pour sa campagne présidentielle, là, il avait déjà reçu, je crois, à peu près la même somme pour sa première campagne de 2016 des mains de Sheldon Adelson, vous pouvez pas dire que c'est Donald Trump qui dirige Israël. Non.
On pouvait simplement dire, bon, il a reçu de l'argent, il doit contenter Israël, et il fait ce qu'il peut pour contenter Israël sans entrer dans les guerres israéliennes. Voilà. Mais dire que c'est exactement la même chose, et que l'autorité est à Washington et que Israël est un espèce de molosse qu'on tient en laisse et qu'on jette sur les ennemis, non, là je suis absolument pas d'accord avec lui. Quand on lit les études détaillées sur le sujet, il y a un lobby pro-Israël. Brzezinski en parlait. En 2012, vous avez une vidéo de Brzezinski, vous pouvez la retrouver, où il dit nous ne devons pas suivre Israël dans toutes ces guerres comme des mules abrutis. Il le dit clairement, Brzezinski. Brzezinski, je pense, sait à peu près comment fonctionne l'appareil d'État américain et c'est qui est la mule et qui chevauche la mule. Et là, en l'occurrence, c'est très clair. Il dit les États-Unis sont la mule d'Israël. Donc voilà, c'est très. Donc voilà, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Il faut aller droit au but. Il y a un lobby pro-israélien, il a une influence. Alors maintenant, pour revenir sur le concept de Cheikh Imran Hussein qui parle du hadith de Tamim al-Dahri dans son livre Jérusalem in the Quran, il parle du transfert d'autorité de la Grande-Bretagne des États-Unis à Jérusalem. On pourrait se dire, parce qu'on a dans l'idée capitale au sens traditionnel. Voilà, il faut attendre que Jérusalem soit la capitale ou au moins du monde anglo-américain. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin. Quand vous avez le système tel que je l'ai décrit là, un lobby pro-israélien qui pilote la politique extérieure des États-Unis, on peut dire qu'on y est déjà. On peut dire que la capitale de ce monde anglo-américain et occidentaliste est déjà Jérusalem, puisque ils occupent de nombreuses places au conseil d'administration de l'appareil d'État américain. C'est un peu l'image de la métropole et des colonies, parce que la métropole elle est toujours plus petite que les colonies qu'elle possède. L'Empire britannique était plus grand que la Grande-Bretagne, donc Israël c'est la métropole, et les États-Unis c'est la grande colonie. C'est un peu l'Inde d'Israël, un peu comme l'Inde pour l'Angleterre à l'époque. Donc on n'a pas besoin de déplacer tout l'appareil productif à Tel Aviv, de déplacer tout l'appareil étatique, il peut le garder là-bas. D'autant plus que le pouvoir ne se situe pas géographiquement à Tel Aviv, il est dans le lobby pro-israélien, qui est quelque chose de totalement déterritorialisé. Déterritorialisé, c'est-à-dire qu'on n'est même pas dans un pouvoir terrestre ou un pouvoir maritime, on est dans quelque chose qui est au-delà. Voilà, où on dirait la Jérusalem céleste, je ne sais quoi. C'est très particulier. Donc, oui, on peut dire que le transfert de pouvoir a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu. Ah, c'est important. Alors, effectivement, Emmanuel Todd est courageux, mais il a ses limites. Alors, quand même, il faut saluer le fait qu'il a osé parler de génocide israélien à Gaza. Ah oui. Non, c'est pas mal, je veux dire, venant de lui, c'est pas mal. On salue Emmanuel Todd. Nous sommes des lecteurs assidus d'Emmanuel Todd. Moi, et il en a parlé avec courage. Réellement, il a parlé de génocide. Il n'a pas édulcoré, il n'a pas cherché à trouver d'alibi. Il a parlé de folie et que le danger vient d'Israël et des États-Unis et pas d'Iran. Alors, il y a autre chose qu'il a dit qui est important et sur lequel j'aimerais rebondir, c'est qu'il dit les États-Unis et Israël ont un dieu de la guerre, ont un dieu, le dieu de la guerre. Oui, tout à fait. Dieu de la guerre. Alors là, il a dit, mais il faudrait le chercher en Amérique du Sud, peut-être qu'ils ont adopté. Non, mais. Ah, il est dans la Bible. Non, mais je suis désolé, mais. Il t'a pas lu. J'ai écrit un livre sur le sujet, c'est Occident Islam, tome 2, le paradoxe théologique du judaïsme, comment Yahvé usurpe la place de Dieu, titre très long, où j'explique que, et là, ça va l'intéresser parce que c'est vraiment de l'archéologie. Oui. Dans l'Antiquité, les Israélites, qu'ils existaient, le peuple d'Israël existait, et Israël est un nom théophore, qui signifie Dieu sera maître. Parce qu'en fait, c'est le théophore, la racine, c'est El, qui signifie Dieu. El Shaddai, Elohim, Allah, c'est la même racine. Et il y a un peuple de nomades sémites qui vivait entre le Sinaï et Madian, qui s'appelait les Chassous, et qui adorait un dieu qui était un dieu de la guerre et un dieu de l'orage, dieu de la guerre, qui s'appelait Yahou, et Yahvé,
qui a été ensuite adopté par les Hébreux nomades sortis d'Égypte quand ils se sont installés à Canaan pour rejoindre le peuple d'Israël. Donc il y a un dieu de la guerre. Ce dieu de la guerre en commun qu'ils ont, il s'appelle Yahoo ou Yahweh. Appelez-le comme vous voulez. Ne pas confondre avec Google et le moteur de recherche. Non, non. Voilà. Donc Emmanuel Todd, voilà, si vous cherchez le dieu de la guerre, vous l'avez trouvé. Il n'est pas au Mexique. Non, il n'est pas au Mexique, non. À Jérusalem. Voilà. Oui, mais c'est important de le mentionner. Alors bon, déjà, il faut saluer le premier pas, c'est qu'il a admis que leur Dieu est un Dieu de la guerre, un Dieu de l'amour. Oui, non, mais c'est pas le Dieu évangélique, c'est pas le Dieu christique. Tu vois. Non, c'est pas mal. Très bien. Non, on invite à lire des livres. Alors, dernier élément, parce que tu as parlé de l'hostilité cachée d'Israël envers une Russie qui se redécouvre elle-même, qui est redevenue orthodoxe et qui fait partie d'Édom, parce que c'est défini elle-même comme étant la troisième Rome, et c'est Rome qu'il faut abattre du point de vue du Talmud. J'avais fait une remarque lors de mon dernier entretien avec Karim Béché-Golovko, qui me paraît pertinente. Alors, on a vu que Israël, en Iran, a utilisé un procédé qui est celui d'envoyer des camions qui transportent des drones FPV. Les camions s'ouvrent, les drones FPV sortent et attaquent les systèmes antimissiles, etc. Bizarrement, ça a eu lieu un mois après une attaque avec le même procédé contre les bombardiers stratégiques russes, des camions, etc. Et qu'une opération comme ça demande au moins 6 mois pour être préparée. Parce qu'il faut identifier les personnes qui vont être sur le terrain, vérifier leur fiabilité, les coopter, faire entrer les camions et les drones. Donc ça ne se décrète pas en un jour. Et donc s'ils l'ont fait avec un intervalle d'un mois, c'est que globalement, ils ont commencé à la préparer en même temps. Et j'imagine mal que ce soit les Ukrainiens qui auraient appris aux Israéliens à le faire. Je pense que c'est plutôt l'inverse, mais qu'ils ont attendu de voir si ça va bien marcher du côté ukrainien, sort de laboratoire avant de la tester du côté iranien. Donc il n'est pas à exclure qu'il n'y a pas que les Anglais et les Américains qui forment et qui soutiennent stratégiquement l'Ukraine contre la Russie, mais qu'il y a Israël. Et je rappelle d'ailleurs, je ne sais pas si c'était un parlementaire ou un ministre israélien qui avait menacé la Russie après le 7 octobre, parce que la Russie a défendu les Palestiniens. Il a dit, vous allez le payer, vous allez perdre cette guerre contre l'Ukraine et on va vous le faire payer. Et ces gens-là, ils sont très vindicatifs, c'est très tribaliste, ils pardonnent pas. Donc on peut arriver à la conclusion qu'effectivement c'est le Mossad qui a aidé les Ukrainiens à mener cette opération similaire contre l'Iran et contre la Russie. Alors sur cette question de messianisme, Israël et Russie, on a rapporté donc dans ce livre avec Pierre-Antoine Plaquevent, Israël et la guerre mondiale des religions. Je vais vous lire un passage qui est là, vous allez voir là, voilà, c'est documenté. La Russie, avant l'URSS, mais la Russie, dans l'escalade. Alors, page 133, 134. Je pense qu'avec la nouvelle édition, ça n'a pas changé, donc oui, tu l'as, donc 133, 134. Alors, je vais vous citer le rabbin Daniel Semama, qui nous dit « Dans les écrits de nos prophètes, il est rapporté qu'une guerre verra deux peuples, Gog et Magog, s'affronter à la fin des temps. Cet événement aura des répercussions sur le pays d'Israël, bien qu'il ne sera pas directement concerné. On mentionne 3 heures d'effroi, après lesquelles le peuple hébreu en sortira grandi. Bien qu'il n'y ait pas de tradition nette sur ces faits, comme le rapporte Maïmonide, certains grands rabbinim, pluriel de rabbins, comme le Malbim, 1809-1879, se sont penchés sur cette guerre chaotique, en mentionnant une confrontation possible entre des pays islamistes et l'Occident. Un midrash, interprétation rabbinique de la Bible, écrit il y a 2 millénaires, nomme même la Perse, l'actuel Iran, comme l'un des protagonistes de cette guerre. On ne peut s'empêcher d'être saisi par la pertinence de ces enseignements dans notre époque, et il est important de se tenir près de tels bouleversements. C'est ainsi que le Hafetz Chaim, tout comme son élève Rav Shashkin, voyait dans tout événement politique important, la déclaration Balfour, la guerre mondiale, l'affrontement éventuel entre l'URSS et les États-Unis, des faits potentiellement pré-messianiques. Fin de citation. Et donc, on ajoute, selon une certaine interprétation de l'eschatologie juive, la Russie fait partie des ennemis d'Israël, car de nombreux commentateurs juifs, des rabbins, affirment, à l'instar du rabbin et grand kabbaliste Salman Moutsafi, 1899-1975, que Gog est la Russie.
Et ça va être repris notamment par des théologiens protestants qui identifient Gog comme étant la Russie, donc comme un des ennemis de la fin des temps, un des ennemis d'Israël à la fin des temps. Voilà, il faut que vous le gardiez à l'esprit, amis Ouais. russes. Et ce qui me frustre, moi, du côté russe, c'est qu'ils ont de la peine à comprendre cela. C'est-à-dire dans le discours de tous les patriotes russes, soit Dugin ou n'importe qui d'autre, Israël n'est jamais un problème. C'est quand même bizarre, je veux dire, c'est pas une question centrale chez eux, la question du sionisme n'est pas problématique. Pour eux, l'ennemi, c'est Washington, les États-Unis, l'Europe, l'Occident collectif, mais pour eux, Israël, c'est un dossier à part. Est-ce que c'est pas par mépris justement en se disant mais c'est un petit État insignifiant? Il y a aussi autre chose. Il y a Non, moi, je aussi pense autre que c'est un chose. rapport avec la Deuxième Guerre mondiale et que c'est les Russes qui ont libéré des camps, qu'ils combattent Oui. le fascisme et le nazisme et qu'ils ne peuvent pas se permettre de pointer du doigt, tu vois. Je Même comprends s'il y a pas. eu il y a eu de grosses frictions, hein. Récemment, Lavrov qui a dit que Adolf Hitler était d'origine Oui, oui, juive. oui. Ils ont sorti ensuite, le ministère des Affaires étrangères russe a sorti, je vais pas dire une liste, mais oui, ils l'ont quand même fait, des collaborateurs juifs avec des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, au bout d'un Enfin, moment, ils non, se sont un peu énervés. non, ils sont Mais, taquins, mais ils n'ont pas théorisé cela, tu vois ce que je veux dire. oui, Il n'y a pas ouais, de ouais. Oui, littérature par rapport à alors, ça, il malheureusement. y a quelque chose qu'a dit Poutine récemment qui est intéressant. Et il dit qu'il ne veut pas d'escalade dans la région, notamment parce qu'il y a 1 million de russophones en Israël Oui, c'est vrai. et qu'il ne voudrait pas en fait qu'ils soient impactés directement. Et ça peut expliquer, selon Scott Ritter aussi, le fait que les Iraniens ont refusé le pacte militaire euh, mutuel avec la Russie, parce qu'il disait une chose intéressante, il disait parce que les Iraniens auraient eu les mains liées, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Russie a un pacte militaire d'entraide avec l'Iran, c'est la Russie qui dicterait à l'Iran son comportement en cas de guerre ouverte avec Israël, en disant attends, nous on se porte quand même garant. Si tu entres en guerre contre Israël, bah ça veut dire que nous on va être obligés d'entrer en guerre contre Israël, et nous on ne le veut pas parce qu'on a 1 million de russophones, etc. Et peut-être que les Iraniens ont accepté le pacte stratégique et pas militaire pour dire bon, nous on veut pas obliger les Russes à s'impliquer dans une guerre, mais s'il y a une guerre entre nous et Israël, on veut pouvoir y aller comme on veut. Et ce qu'il faut dire, c'est que Poutine a joué un rôle important dans le cessez-le-feu qui a eu D'ailleurs, lieu. c'est venu juste après la visite du ministre des Affaires étrangères iranien à Moscou. Oui, Ça s'est le jour décidé même. le jour Oui, même. ouais. Mais, enfin bon, dans quelle mesure ce million de Russes est-il réellement russe, ou plus israélien que russe, ou russe Alors, plus qu'israélien? Parce que dans l'absolu, Poutine, enfin la Russie aurait pu proposer une alliance militaire tout en proposant à ce million de Russes de rentrer en Russie. Ça serait pas mal. alors, ce que je sais de ce million de Russes, c'est qu'ils sont très mal intégrés, voire pas du tout intégrés dans la société israélienne. La majorité d'entre eux est russophone, ils ne parlent pas hébreu, donc c'est quand même Mhm. ils sont C'est un quand même bon étranges. signe. Ils sont quand même étranges, ces russophones d'Israël. Et surtout, pour bon nombre d'entre eux, ils représentent une élite, Mhm. cadres, ingénieurs, etc. Ça serait bien qu'il Est-ce, rentre. ouais, mais est-ce que ce serait pas pour le Moscou, le Kremlin, une Un cinquième colonne levier. en Israël? Je sais pas. Je ne sais pas parce que, en tout Ouais. cas, ils parlent pas. Pour la majorité d'entre eux, ne parlent même pas hébreu. Donc, et beaucoup d'entre eux se sont fait passer pour des juifs. En Oui, fait, pour pouvoir. ce sont des Russes qui, après l'effondrement de l'Union soviétique, se sont installés en Israël en faisant croire qu'ils étaient, beaucoup d'entre eux, qu'ils étaient juifs, alors qu'ils ne le sont pas. Ce Mhm. qui peut-être explique pourquoi ils n'ont pas appris l'hébreu. Voilà. Mhm. Mais il faudrait, voilà, il faudrait s'adresser à un Peut-être spécialiste de la creuser la communauté. question, tout à Oui, fait. oui, ouais. Parce que c'est quand même un sujet intéressant. Parce qu'après, il y a d'autres enjeux qui entrent en compte. Alors, je parle pour les vrais juifs russes qui sont allés en Israël, pas les faux qui sont allés clandestinement ou de manière indirecte. Parce qu'il y a quand même, chez une partie de la population juive de Russie, une rancune vis-à-vis de l'État russe qui se fonde sur un narratif particulier autour des pogroms, etc. Et puis, il y a la parenthèse bolchevique également, qui n'a pas été facile pour les Russes slaves.
parce qu'on sait qui dirigeait les bolcheviks majoritairement. Donc il y a également cet aspect-là qui fait, même, parce que même Staline, quand Staline a autorisé le départ des Juifs en Israël, il voulait en faire une cinquième colonne. Or, une fois arrivé en Israël, voilà, c'est du côté de Washington qu'ils ont regardé, davantage que du côté de Moscou. Ouais, et Après, effectivement, c'est là que Staline s'est un peu énervé. tout à fait. Et quand il s'énerve, c'est pas joli. Donc, mais en général, il se défoule sur les Russes à côté. C'est ça le problème. Donc, effectivement, il faudrait creuser cette question avec des gens qui ont travaillé le dossier. Alors, Esfendi, merci. Et je voulais juste dire qu'on avait prévu, et on va le faire quand même, un entretien 3 avec Plaquevent autour du livre. C'est juste qu'on programme cela et on le fera très prochainement. Esfendi, merci infiniment pour merci à toi, merci beaucoup. cet échange-là. Et on remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis ou supportés, ça dépend, durant 1h30. Merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt.